Encore une assez bonne journée. Lettre d'Eugène à Irma. Te voilà tout à fait près de moi. La source près du fleuve. Je pourrais au moins te voir passer souvent. Car c'est toujours te voir passer que je fais. Jamais seul, jamais de caresse, jamais sur ton cœur, toujours éloigné de tes lèvres. Éternellement, me consumant dans le désir de t'avoir une heure tout à moi. Et pas d'espoir de changement dans cette situation martyrisante.
Toujours près du but de la chose et ne jamais l'atteindre. Toujours ce supplice rongeur et nul moyen d'y échapper. Ah, dit Byron, qui me délivrera du mal de vivre? Le sujet est assez vaste et profond pour nourrir tout le papier existant. Mais je sens que ta jeunesse et ton besoin de renouveau te la... Ce soir, j'ai un beau sujet à traiter. C'est celui des impressions âcres et douces que j'ai ressenties en t'écoutant jouer mon essai musical. Dans ce moment-là, mon amour se change en un sentiment de reconnaissance très humble. J'ai la conscience que l'œuvre n'est rien et que tu y es tout. Je ne me sens plus aucune puissance, muet devant la grandeur de notre art qui transforme en un coup de génie spontané les choses les moins fortes en de monumentales sottises. Je n'ai plus la sensation d'une œuvre bien faite, mais d'une œuvre bien jouée. Le compositeur en moi est plus attristé que ravi. Mais le virtuose musicien est enthousiasmé. Cependant, je t'écoutais attentivement. Je te voyais marcher à pas sûrs dans cette page, et il me semblait que c'était en moi que tu marchais, allant de mon cœur à mon âme, de mon esprit à ma chair. Et il me semblait que ce que tu y rencontrais était doux. À mesure que les thèmes se déroulaient, il me semblait bien que c'était par toi et pour toi que devait être écrite cette image de mes plus secrètes aspirations. Tu mettais de la tendresse dans la phrase. Tu parlais, tour à tour, douce ou passionnée, triste, mélancolique ou naïvement gaie. J'avais la perception absolue que l'art sera toujours la meilleure manière de tout dire. Ai-je mal vu? Suis-je fou? Il m'a semblé que tu m'aimais dans mon œuvre, et j'ai été sur le point de défaillir. Je croyais entendre cet aveu que tu ne veux pas faire autrement que par la voix la plus abstraite. Ta voix se confondait avec le murmure de mon cœur. Tu me disais doucement, bien doucement, comme un souffle, je t'aime. Et j'en étais anéantie. J'avais envie de tomber à tes pieds et de te dire combien j'étais pénétrée de reconnaissance et d'amour. Oui, oui, c'est bien cela. Je ne me suis pas trompée. Tu m'as aimée dans ma musique. Je te vois encore et je te verrai toute ma vie, fermant les yeux à la mélodie dont la réapparition est la meilleure chose de l'œuvre. Ton attendrissement dans le thème mêlé d'espoir. J'entends la sourde révolte que tu mets dans la douleur que tu épanches dans le souvenir, l'évocation tendre et lointaine du prologue. Et le mélange d'âcreté poignante et de résignation que tu imprimes au retour significatif de la jeunesse de l'ouvrage. Pour finir par les rafales troublantes qui forment la conclusion furieuse de ce morceau de concert, qui est bien plutôt un poème. En effet, plus je l'entends, et plus je trouve que ce poème est le nôtre. Que cette musique raconte le drame passionnel qui se joue ici, à cette heure. Cette musique dans laquelle il y a comme de l'inassouvissement, où l'on semble courir après une chose qui n'arrive pas, est bien celle qui traduit le présent et l'avenir de cette humaine comédie. Mais qui peindra par la plume ou le verbe la quantité de sensations diverses et toujours palpitantes par lesquelles j'ai passé ce soir en te regardant et t'écoutant? Qui saura jamais ce que tu as fait de moi pendant ce quart d'heure ineffaçable?
Mais toi, mon idole, tu m'entendais, n'est-ce pas? Tu comprenais bien quel bonheur indéfinissable tu sentais dans mon cœur. Laisse-moi te dire cela. J'ai vécu dans tes bras, sur ta poitrine haletante. Tu m'as donné là le premier baiser. Tu l'as fait confiante et sincère, un peu comme une sainte. Immatériellement, irréellement. Et j'ai senti descendre en moi, comme le pardon d'une faute. Et c'est cela, car en m'aimant tu m'absous, tu me laves du mal, tu me rends à une vie meilleure, et l'idée de crime disparaît entièrement. Je veux les répéter. Ton amour me régénère. Je me sens honnête, bon et tout excusable. Non pas parce que je ne suis plus seule, non pas qu'il y ait là un allègement par la complicité, mais par cette odeur d'une essence presque divine que ton amour répand sur moi pour me purifier. Aimée de toi, je me sens meilleure. Ne pouvant te parler, je t'écris. Et je ne t'écris qu'une partie de tout ce que mon esprit et mon cœur te racontent toute la journée. Mais cache-les bien, ces lettres. Non pas que je serais effrayé si on venait les découvrir, mais bien parce que ce serait profaner le sanctuaire où je peux déposer mon âme d'homme et d'artiste. Irma, ma bien-aimée, m'aimes-tu? Dois-je en être convaincu? Ne me diras-tu pas si ce soir l'illusion seule m'a parlé? Il me tarde de te lire. J'ai peur de n'avoir pas assez de force pour continuer seul ce voyage à travers moi-même. J'ai peur de devoir me dire un jour que mes lettres ne sont pas dans un sanctuaire, mais dans un caveau. J'ai peur, enfin, que tout ceci ne soit qu'une ombre après laquelle je cours. Pense à notre morceau de musique. Relis ce drame dont nous sommes les seuls personnages. Et si tu es forte, résignée, vis-le avec moi. Crois en moi. Et veillons tous les deux à ce cher mystère qui vaut bien mieux, malgré tout, que le vivre journalier qui frappe dans sa banale réédition les êtres de stérilité intellectuelle. Je baise ta bouche sans t'éveiller. Maître.
et que tu m'as fait passer entre le 14 et 15 ne restera pas dans ma mémoire. Et j'espère que tu l'effaceras de la tienne. Ainsi que moi, tu as eu raison et tort. Raison de douter, tort de faire du pétard, car tu devais être persuadé à ce moment qu'il allait m'éclater sous le nez. Je t'ai laissé partir parce que je savais bien que tu reviendrais à peu près convaincu et guéri. Un moment, je voulais t'empêcher de faire une démarche assez gênante et même un peu ridicule pour toi et moi. Le hasard m'en dissuada et je le bénis, car il n'y a rien de dangereux comme une comédie mal préparée. De ce que tu m'as avoué, par dépit ou représailles, je pourrais dire qu'il me reste au cœur comme une goutte d'aloès. Si depuis longtemps déjà, je n'avais été préparée à les voir s'infiltrer. Je vis donc, et je vivrai, avec ce petit goût amer montant du cœur aux lèvres et envahissant la tête. Jusqu'au moment où tu voudras bien ne plus jouer à la raquette avec la vérité et le mensonge. Jusqu'au moment où, certaine de ne plus avoir peur des conséquences et de ne plus craindre de nouveaux moments d'hypnotisme, tu voudras bien me donner les vrais motifs de ta singulière conduite à Liège, à Année, à Paris, à Bruxelles et peut-être ailleurs. Le doute est un mal dont la souffrance est incessante. La certitude est une plaie qui se cicatrise. Entre les deux mots, je suis comme toi. J'aime mieux le moindre. Vois-tu, ma chère vieille Louise, il y a une chose à déduire de tout ce qui nous arrive. Si les orages me guettent, c'est toujours à tes côtés que je revois le beau temps. Nous sommes horriblement belles, mais à la surface seulement. Tout au fond, nous réagissons et réagirons toujours. Contre nos premiers mouvements et notre vieil amour, sur lequel nos chers enfants jettent chaque jour des fleurs nouvelles, notre vieil amour veillera toujours sur nous et nous défendra contre l'hydre des divorces d'âme et de fait. C'est ce que l'on pourrait appeler les deux pratiques de l'amour dans le mariage. Nous irons à deux ou seuls, toi ou moi. Peut-être encore jusqu'au bord de l'abîme. Mais avant que d'y tomber, la bonne réflexion nous en écartera. Et c'est là la déduction qui s'impose après nos troubles. C'est que nous sommes toujours côte à côte, dans le même lit, avec le même espoir, jamais déçu, qu'un de nous avancera la main pour resserrer à nouveau et plus fort les liens détendus. La séparation, le divorce court les rues aujourd'hui. C'est à qui l'invitera à monter. Moi, j'ai en horreur cette hideuse proxénète de l'adultère. Je comprends à la rigueur que la femme s'en serve pour se faire une vie, qu'elle s'en sert pour ne pas tomber plus bas. Mais l'homme, même l'homme trompé, pourquoi songerait-il à l'être deux fois? La femme qui a les lois sociales contre elle ne se relève pas d'une faute, à moins qu'elle ne se repente franchement et que l'époux la pardonne. Mais l'homme qui tombe dans la vie aiguë des passions violentes et temporaires, n'encourt pas les mêmes condamnations morales. Dans ce cas, on plaint la femme sans maudire l'homme. Dans l'autre cas, on plaint l'homme en rejetant la femme loin des lois humaines. Et si la vraie faute, le vrai coupable, la cause primordiale des troubles sont pour l'homme et la femme les circonstances, la fatalité, l'involontaire et l'inéluctable faiblesse du cœur et de la tête, des sens et de l'erreur. Pourquoi ne pas les racheter par le pardon, si doux et si aisé aux âmes douces et fortes? Et c'est ainsi que toi et moi nous vivons, quelquefois vaincus par de mystérieux éléments,
et bientôt après, rafraîchis par le pardon et l'oubli, par notre pieux et vieil amour sur lequel nos enfants jettent chaque jour des fleurs nouvelles. Tout cela, ma chère grande enfant, bien femme, douce et futile comme toutes les femmes. Tout cela, mon joli rayon de soleil, eau douce et pure, toutes les femmes sont pures, qui étanche ma soif lorsque j'ai soif. Tout cela est bien loin de ton caractère et de ta manière de comprendre la vie. Heureusement. Tu me l'as dit par 3 fois, de vive voix avant. Après la petite lâcheté, bien féminine, de vouloir me faire avaler que cet aveu fut une parole de colère et de dépit. Si tu veux que je nettoie mon cœur, commence par nettoyer le tien. Ou ta tête, si tu aimes mieux. Tout n'est pas imagination dans mon cerveau. La seule chose, c'est qu'il voit souvent très grand des choses minuscules. Encore que ne plus aimer ton mari pour en aimer un autre soit une chose qu'on n'agrandit qu'à force de l'avoir devant les yeux. En somme, tu m'as parfaitement trompé. Voulez-vous de la prose? Eh bien, mon ami, rappelez donc à ma chère femme que depuis que je m'unis à elle, je n'ai cessé de la prier, de la conjurer de m'aimer autrement. Rappelez-lui combien de fois je hurlais ce cri « Aime-moi! Aime-moi comme je veux être aimée! Sois la maîtresse de ton mari! » Dites-lui qu'elle eut tort d'exciter en moi les sentiments de jalousie, et que dans la blancheur de son passé, il y a une ombre surtout, des ombres peut-être, qui obscurcirent l'éclat des 3 pierres précieuses. À première vue, l'observateur peut voir briller en moi 3 pierres précieuses, qui sont la paternité, Là, Et l'amour. c'est comme un triple écrin ouvert aux yeux de tous. Et l'éclat des pierres est si limpide, si pur, que le triple écrin fermé, il semble que les pierres rayonnent encore. Ma femme tailla le premier diamant. Elle en fit briller de 1000 feux les facettes. Le second fut taillé par Dieu lui-même, et c'est le plus beau. Et le troisième, moins pur peut-être, plus dur au lapidaire, réfractaire à la forme convenue, resta brut. Il n'atteint pas la pureté, l'éclat, la pure lumière qui se répand en vertu éthère. Les ciseaux qui le fouillèrent ne surent pas le mettre au point, et, mal taillés, mal sertis, mal œuvrés, ces feux demeurèrent presque stériles. N'osant pas flamboyer au soleil, et attendant toujours que la main qui sut tailler la pierre précieuse de la paternité employa toutes les ressources de sa puissance à vaincre les contours fuyants de la pierre d'amour.
Thank you.